Monsieur, bonjour et bienvenue sur le débat du dimanche. Et c'est pour faire le bilan du passé afin de construire l'avenir et instaurer une nouvelle feuille de route de collaboration avec les partenaires sociaux que le président de la République, Patrice Talon, a initié une nouvelle rencontre avec les responsables des centrales et confédérations syndicales reçues le mercredi dernier. Les acteurs ont échangé avec le gouvernement sur les différentes réformes engagées dans plusieurs secteurs de la fonction publique. Et alors, on peut se demander, est-ce le nouveau départ, cette rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux? Pour répondre à cette question, j'ai sur ce plateau trois invités. Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Moudachiro Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, et Guillaume Attigbé, le président du Conseil national du dialogue social. Il faut le souligner que le secrétaire général Noël Chadaré devrait être sur ce plateau. Il est de la COSI Bénin, mais il n'a pas répondu favorablement à notre invitation. Gilbert Kassamampo devrait être là, empêché, mais il nous a accordé une interview que nous allons vous passer tout au long de cette émission. Madame, monsieur, bienvenue. Installez-vous et on commence tout de suite par vous, monsieur Anselme Amoussou. La première question est de savoir qu'est-ce que vous avez retenu de la séance avec le chef de l'État. Merci beaucoup pour cette invitation et pour les efforts que vous faites pour informer nos travailleurs et nos concitoyens de ce qu'on peut appeler les impacts de l'action syndicale. Nous avons rencontré le chef de l'État cette semaine. Et ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est d'abord par rapport à l'ambiance. D'accord. À l'ambiance, nous avons eu le sentiment que cette séance est légèrement différente de ce que nous avons connu jusque-là, notamment la séance que nous avons eue avec lui en février dernier, où, vous le savez très bien, c'était assez tendu. Cette dernière séance que nous avons eue avec le chef de l'État est une séance qui s'est d'abord déroulée à sa propre demande sans caméra. C'était déjà un premier signal fort, parce que la dernière fois, nous avions eu le sentiment qu'on avait beaucoup fait de la communication autour de la séance. Cette fois-ci, ça a eu lieu sans caméra. Et donc, il a souhaité lui-même que nous puissions avoir des débats sans tabou, en toute liberté. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est déjà ça le point positif. Un discours qui est un discours qui tranche avec le discours habituel de la confrontation que l'on recherche en permanence avec les partenaires sociaux. Un discours différent qui appelle à l'apaisement, qui reconnaît qu'il y a eu des moments de tension, qui reconnaît qu'il n'a pas eu assez d'implication, assez de communication, assez de concertation avec les partenaires sociaux dans la mise en œuvre des différentes réformes, et qui prend tout de suite, dès le début de la séance, qui prend l'engagement de faire autrement, de faire en sorte que les frustrations soient levées, que les malentendus disparaissent, et que nous puissions construire disons, une nouvelle forme, une nouvelle pratique de dialogue social. Ça a d'abord été ça qui m'a frappé, moi, en tant que participant à cette séance. Ensuite, nous sommes allés sur les différents points de l'ordre du jour qui étaient relatifs aux revendications. En entendant les différents points de l'ordre du jour, j'aimerais aussi savoir si M. Bachabi aussi, comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que vous avez retenu d'abord en termes de l'accueil et de l'instauration du débat au niveau de la présidence avec le chef de l'État le mercredi dernier. Bon, merci madame. Je crois que je ne serai pas très loin de ce que l'USG Amoussou a dit. D'accord. Il faut reconnaître simplement que le cadre lui-même était convivial parce que on n'était pas assiégé par des caméras comme c'était le cas la dernière fois. Et aussi, je crois qu'on avait eu une disposition libre dans la salle. Mais quand les caméras sont là, c'est pour relayer vos propos? Non, je crois qu'il y a les caméras servent ceux qui les ont invités. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, de toutes les façons, ces caméras n'étaient pas là pour relayer l'information. Deuxième élément qui est important, c'est qu'il y a eu cette main tendue du chef de l'État. Et je crois que lorsque vous êtes en partenariat et que le premier partenaire, le partenaire ultime, lorsqu'on est en dialogue social, finit par tendre la main et reconnaît que les choses n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû l'être et qu'il s'engage à faire autrement les choses. Je crois qu'on ne peut que se réjouir. Mais se réjouir également veut dire que nous soyons en état de veille
que nous soyons très prudents aussi, et que désormais également de notre côté, nous ayons un discours conciliant. Parce que de toutes les façons, si une main est tendue et qu'une autre ne se tend pas pour la prendre, il y aura toujours un problème. L'intérêt donc de notre peuple par rapport à cette rencontre, c'est qu'il peut désormais s'attendre à ce que ses partenaires qui sont regardés comme des chiens et chats s'entendent désormais pour donner des solutions aux problèmes qui se posent. Très bien, Monsieur Guillaume Atigué, président du Conseil national du dialogue social. Quel était votre rôle à cette séance-là avec le chef de l'État? Est-ce que vous l'avez déjà participé à cette rencontre? Oui, merci madame pour cette invitation. Moi, j'étais déjà présent en février. Bien sûr. Au moment le plus fort de la crise que nous avons vécue, j'étais présent. Je crois que vous me demandez aussi mon impression de la rencontre. Bien sûr, bien entendu. Bon, je ne dirais pas mieux que ce que les collègues ont dit. Je crois qu'ils ont parfaitement relayé l'ambiance dans laquelle les travaux sont déroulés. Et je pense que, très sincèrement, comme je l'ai eu à le dire quand j'ai pris la parole, tout le plaisir est à moi parce que, vous savez, le CNDS travaille essentiellement sur la charte nationale de dialogue social. Et avec l'ambiance qui a prévalu jusque-là, c'est tout comme si la charte était mise entre parenthèses. Bon, maintenant, je crois que nous rentrons de plein pied dans la mise en application de la charte et tout le plaisir est à nous. Merci. Très bien. Monsieur Anselme Amonceau, alors on ira maintenant dans le fond. Quel était le menu alors de cette rencontre? Le fond vraiment en dehors de l'ambiance conviviale, bon enfant, qui permettait à chaque centrale syndicale de poser leurs problèmes. Le menu, c'était quoi essentiellement? Il y a d'abord un premier menu annoncé qui était meublé par 3 points. Le premier point concernait le niveau de satisfaction des revendications des travailleurs. Ensuite, le deuxième point, c'était les impressions des partenaires sociaux sur la mise en œuvre des réformes. Et nous avons eu en troisième point les questions diverses. Bien sûr. Il faut dire qu'à l'entame de la séance, le chef de l'État a souhaité qu'on ne soit pas esclave de cet ordre du jour annoncé, et qu'on puisse aborder les problèmes tels que nous le sentons, surtout avec un zoom sur les réformes et l'impact et la perception que nous avions de l'action gouvernementale. Très bien. Donc c'est ce que nous avons fait. Et sans oublier qu'en étant syndicaliste, en étant représentant des travailleurs, nous ne pouvions pas nous éloigner trop des points de revendication. Les points de revendication. Alors on ira alors sur les points de revendication. Nous avions les points de revendication qui sont nombreux, nos points de revendication. Bien sûr. Alors est-ce que vous avez pu obtenir quelque chose en ce qui concerne vos revendications de cette séance avec le président de la République? Nous avons eu affaire à un président de la République qui nous a paru assez pragmatique. Nous avons eu le sentiment qu'il y avait des questions pour lesquelles il n'était pas informé et sur lesquelles les questions qu'il posait, les questions d'éclaircissement qu'il était amené à poser, nous ont indiqué qu'il n'était pas forcément informé. Et donc, ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est qu'un nouveau rendez-vous est pris, non pas avec le chef de l'État, mais avec le gouvernement, l'élément du gouvernement. Je pense que au plus tard le 15 janvier, voilà. Pour justement nous donner les réponses par rapport à un certain nombre de questions que nous avons posées, notamment la question de la hiérarchisation des salaires et l'augmentation du SMIC. Nous n'avons pas eu de réponse concrète pour l'instant. Des instructions fortes ont été données aux différents ministres pour que nous puissions avoir ces réponses-là au plus tard à l'échéance que je viens d'annoncer. Nous avons abordé la question des enseignants. Vous savez qu'il y a une catégorie d'enseignants qui travaillent pour l'État et qui sont sans salaire depuis plus de 10 ans. Cette question a été abordée. Donc, ça nous a permis d'aborder la question du reversement. Le reversement qui a démarré depuis 2008 et qui ne veut jamais finir. Nous avons demandé au gouvernement de pouvoir avoir les réponses par rapport à l'audit qui a été commandité par le gouvernement pour savoir un peu quel était les tenants et aboutissants de cette question de reversement. Nous espérons que nous aurons ces réponses-là au plus tard, donc le 15 janvier. Nous avons abordé la question les engagements qui ont été pris par le gouvernement vis-à-vis des agents de santé. Nous avons abordé la question des liquidations des entreprises et le fait que ces liquidations se font sans le minimum d'aspect social qu'on est en droit d'attendre d'un gouvernement qui est là pour le bien-être social et non pas pour la plus-value forcément. Mais ce qui
ce qui est important ici aussi, c'est que, au-delà des points de revendication, ce qui semble être mis en place à partir de cette séance, le dispositif que l'on peut considérer comme étant un dispositif donc, de nouvelle dynamique de dialogue social est susceptible de nous permettre de régler beaucoup de problèmes si vraiment les engagements qui ont été pris se concrétisent. Si nous remarquons dans les faits, dans les pratiques, qu'il y a une nouvelle approche du dialogue social, qu'il y a une nouvelle manière de regarder le syndicat, non pas comme l'adversaire qu'il faut abattre, mais comme le partenaire qui peut accompagner. Si cet nouveau discours tenu par le chef de l'État est approprié par les membres du gouvernement, nous devrions pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Et donc je voudrais aborder ce qui a été également au cœur des débats qui concerne les réformes. En attendant les réformes, on va essayer on va écouter M. Mondachiro Bachabi sur les points de revendication au niveau de la CGTB. Est-ce que le président vous a entendu? Il y a eu une promesse déjà du 15 janvier parce que les instructions ont été données au ministre suivant des points de revendication. Qu'est-ce qu'au niveau de votre confédération on peut retenir? Non, je crois que nous avons tous participé à la séance. Et si on est fidèle à l'esprit des débats, on ne peut pas vraiment diverger sur le point qui est fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, le chef de l'État, au moins en reconnaissant l'utilité du dialogue social et en le replaçant dans son contexte, offre l'opportunité de vraiment discuter sérieusement et de régler les problèmes. Et régler les problèmes, c'est déjà de s'en préoccuper déjà et de donner les instructions qu'il fallait au ministre. Et je crois que c'est à partir du 15 janvier que nous allons juger véritablement de la disponibilité du chef de l'État à régler le problème. L'autre élément, c'est qu'il inscrit désormais la concertation au lieu de l'affrontement, puisque, vous savez, nous étions des partenaires, ils nous ont tout le temps taclés, comme on le dit, et des actes d'anti-jeu. Et maintenant, il semble qu'il réinscrit le dialogue dans la norme et il souhaite que les relations soient normalisées. Normalisées, déjà, c'est qu'au moins une fois par semestre, voilà, nous allons nous rencontrer avec le chef de l'État. Ça veut dire que si nous avons des difficultés à transcender certaines choses avec les membres de son gouvernement, on a des rendez-vous précis au cours desquels on peut donc... Et ces rendez-vous, normalement, sont des éléments de patience pour les acteurs que nous sommes. Et donc, nous devons nous inscrire dans une dynamique qui permette d'encourager cette démarche. Parce que, de toutes les façons, je ne suis pas sûr que le chef de l'État puisse faire de façon aisée ce qu'il a promis, mais si on l'y aide, c'est-à-dire même en étant disposé à accompagner le dispositif, ça devrait pouvoir, parce que les travailleurs ne veulent rien, ils veulent juste qu'on règle leurs problèmes. Ok. Les travailleurs ne veulent rien, ils veulent qu'on règle le problème. Monsieur Guillaume Atigué, et vous êtes le président du Conseil national du dialogue social, un conseil au niveau où on devrait régler les problèmes avant qu'on ne voit les différentes centrales syndicales descendre dans la rue manifester. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de ce conseil et qu'on observe que les centrales syndicales, ils veulent toujours aller rencontrer le chef de l'État alors qu'il y a un conseil du dialogue social quel est votre rôle et comment est-ce que vous essayez de régler les problèmes au niveau de ce conseil-là? Oui, madame, merci. Je crois qu'il y a un certain nombre d'ambiguïtés que les gens entretiennent par rapport au rôle du Conseil national du dialogue social. Alors. Le Conseil national du dialogue social n'est pas dans une position d'employeur. Le Conseil ne règle pas les problèmes. Le Conseil fait quoi alors? Le Conseil se comporte en facilitateur. Rapprocher les partis en vue de parvenir à un consensus. Au lieu que ce soit que les relations professionnelles soient sur la base d'affrontements permanents, non, le Conseil est là pour adoucir, pour permettre vraiment une ambiance vraiment de travail aisé, donc la paix sociale, ainsi de suite. Donc, quand nous sommes au courant des revendications, ou même nous anticipons sur un certain nombre de choses, tout à l'heure nous allons revenir sur tout ça là. Donc ça c'est le rôle du Conseil. Le Conseil n'a pas un paquet, enfin un chèque
qui dérivent pour régler les problèmes. Non, non, non. Non, mais c'est pas notre rôle. Pour régler les problèmes, il ne faut pas surtout... On n'a pas toujours besoin d'échecs, on a besoin aussi de la conciliation, de parler. C'est ça notre rôle, madame. Oui, c'est ça. Mais quand vous parlez, vous n'avez pas... Le Conseil n'a pas réglé les problèmes, c'est pour cela que cela remonte au chef de l'État. Non, nous jouons notre rôle. Okay. Hein, par exemple, pour la petite histoire, vous savez que à la sortie de la crise, la dernière crise qu'il y a eu, hein, les deux parties ont signé un protocole d'accord. Hein, notre rôle, nous avons œuvré pour que ce protocole-là intervienne entre les parties. Et notre rôle, c'est de veiller à la mise en application de ce protocole-là. Et la séance qu'il y a eu avant-hier au Palais de la République, en fait, de revendication, tout ça là, c'est un peu la mise en application du protocole qui a été d'abord mis sur le tapis. Et on a vu quand même que le gouvernement, sur un certain nombre de points, a apporté des solutions. Et les points sur lesquels il n'y a pas eu de solution, des rendez-vous ont été donnés avec des dates fermes. Tout à l'heure, les collègues ont avancé la date du 15 janvier pour voir clair dans un certain nombre de choses. Et nous, ce qui nous a le plus fait plaisir également, hein, avec tout ce qui s'est passé, les tests des réformes qui ont touché certains corps de métier. Par exemple, quand je pense aux gens de la santé, mais ils étaient invités aussi à la rencontre. Hein, bien que, bon, ça chante par-ci, vous n'avez plus droit à faire la grève, vous n'avez plus de syndicats, ainsi de suite. Non, je pense que le gouvernement joue à l'apaisement et dans le lot des problèmes qui ont été réglés entre-temps, les gens de la santé également ont trouvé un certain nombre de solutions à leurs problèmes, aux problèmes qui les tiennent à cœur. Donc je crois que nous sommes sur une bonne lancée. Et le point qui a été fait, c'était à la satisfaction de toutes les parties. Donc, voilà. Très bien. Monsieur Anselme Moussou, on ira maintenant au niveau des réformes déjà engagées dans différents secteurs de la fonction publique. Et ces réformes, parfois, vous êtes associés, vous n'êtes pas associés. Vous l'avez dit au chef de l'État. Comment est-ce que vous vivez alors les réformes? Parce que c'est souvent aussi suite à ces réformes qu'on constate les manifestations, les graissements de temps des centrales et confédérations syndicales. Vous savez, je pense que nous sommes partis sur un gros malentendu avec le gouvernement, qui considère le syndicat comme étant une perte de temps, comme étant un empêcheur justement de faire les réformes. Est-ce que ce n'est pas parce que les syndicats sont toujours sur le pied de guerre avec le gouvernement? Je vous le concède parce que c'est cette forme de gouvernement, c'est cette forme de syndicalisme justement qui n'a pas toujours servi le mouvement syndical. Vous savez que nous, depuis que nous sommes là, avec un certain nombre de camarades syndicalistes, d'organisations syndicales, nous avons estimé qu'on pouvait faire une autre expérience de l'action syndicale, qui respecte un peu le b.a.-ba, qui sorte un peu de l'affrontement tout le temps, de l'affrontement permanent. On n'a pas toujours été compris, mais je pense que de plus en plus, les gens se rendent compte qu'il faut sortir de ce carcan qui ne produit plus aucun résultat pour le compte des travailleurs. Et donc le gouvernement, semble-t-il, que depuis son avènement, est resté sur cette impression qu'il n'a rien à attendre de bon donc, des mouvements syndicaux et considère même le syndicat comme une difficulté, un problème qu'il faut résoudre. Et donc ça explique un peu un certain nombre d'attitudes et de lois qui ont été votées dernièrement. Par rapport aux réformes, c'est que nous n'avons jamais été associés. On n'a pas été associés alors que nous avons, quoi que l'on dise, un certain nombre d'expertises. Expertise qui peut venir simplement du fait que nous vivons les réalités et que nous pouvons dire à l'oreille du gouvernant un certain nombre de choses qui lui permettent donc d'améliorer les bonnes idées qu'il peut avoir pour le pays. Et donc par rapport aux réformes, nous avons eu l'occasion de dire au chef de l'État qu'il y a des choses qui sont théoriquement très intéressantes. Je prends par exemple le projet Arche, voilà, mais qui pêche par la non-implication des bénéficiaires, qui pêche par, disons, une ambition, me semble-t-il, un peu au-dessus de nos forces, un peu au-dessus de nos moyens. Okay. Dans la mise en œuvre, il y a un certain nombre de reproches que nous avons faits, et nous avons eu l'occasion de dire au chef de l'État que par rapport justement au contenu de l'Arche, que plutôt que d'attendre de tout embrasser au même moment,
nous pouvons faire en sorte de commencer par le plus urgent qui est l'assurance maladie. C'est ça que les populations attendent. Sur ce point, le chef de l'État a été d'accord et donc a instruit aussitôt le ministre de la Santé pour que nous puissions être associés désormais à la définition d'un certain nombre de critères pour mettre en œuvre, pour opérationnaliser le projet H. Sur les autres réformes... Il y a aussi les réformes concernant le contenu sur le droit de grève au Bénin. Vous savez maintenant qu'on ne peut plus faire les grèves sur une longue durée, 10 jours au plus. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des centrales syndicales? Écoutez... Est-ce que vous avez accepté le contenu de cette loi déjà? Non, nous ne l'avons pas accepté. Pourquoi? Pour la simple raison que le droit de grève était déjà encadré par l'ancienne loi. Ce qui a été fait est une sorte de règlement de compte que le gouvernement... Règlement de compte ou réencadrement? Non. Regardez ce qui a été fait. C'est excessif. À tout point de vue, c'est excessif. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui. La lecture que nous faisons au niveau d'un certain nombre d'organisations syndicales, c'est que le gouvernement est dans son rôle. Ce n'est pas le bon rôle, mais il est dans son rôle. Et que ce qui nous arrive dépend en fait en grande partie de nous. Et il s'agit d'interroger également nos pratiques en matière de droit de grève, d'interroger la manière dont nous exerçons justement ce droit de grève. Mais au-delà de ça, je crois que nous sommes dans le gouvernement profite un peu de nos divisions, de nos limites, de nos insuffisances pour légiférer et espérer donc nous empêcher d'exercer notre droit à la grève. Je dis ça parce que nous avons toujours considéré que la bonne grève elle est dans la durée de la grève. Et je crois que c'est l'erreur que le gouvernement également est en train de faire en encourageant les députés à prendre cette loi. Parce que vous savez qu'une grève de 24 heures peut faire très mal à un pays. Bien sûr. Alors lorsqu'on est dans une posture de bon gouvernant, de mon point de vue, on ne légifère pas pour empêcher les gens d'aller en grève. On fait en sorte de mettre en place le dialogue social qui permet d'éviter une seule heure de grève. Quand vous faites bien la lecture de cette loi qui a été prise, le gouvernement considère que pendant 10 jours dans l'année, des enfants de ce pays peuvent ne pas avoir l'enseignement. Ça ne veut pas dire ça. C'est ce que ça veut dire. 10 jours, mais on observe que l'éducation, les écoles ferment leurs portes pendant des mois. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, au lieu de faire 3 mois de grève, le gouvernement dit, vous pouvez faire 10 jours de grève. Oui, mais ça ne me dérange pas. Ça ne veut pas dire 10 jours d'affilée de grève. Le gouvernement n'a pas dit, faites 10 jours d'affilée. C'est 2 jours par mois. Voilà. Si je fais 2 jours par mois, ça fait 48 heures pendant lesquelles des enfants de ce pays n'ont pas l'enseignement. Et les centrales syndicales ne sont pas obligées de le faire 48 heures par mois. Justement, c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Dites-nous. Pour rassurer les partenaires sociaux, pour que les travailleurs ne se sentent pas obligés justement d'aller en grève, de faire une semaine de grève, 1 jour de grève, 2 jours de grève. Nous sommes victimes de notre gouvernance en fait. Un gouvernement a la qualité de syndicaliste qu'il mérite. Lorsque dans un pays, un gouvernant considère que l'action syndicale est comme de l'opposition, est dirigée contre son action et qu'il ne réagit que lorsque vous déposez une motion de grève, c'est que c'est le même gouvernement qui encourage les travailleurs à faire usage de la grève. Ça dépend aussi de la manière dont les syndicats manifestent et revendiquent aussi. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi les points de conciliation, de négociation. Oui, voilà. Et lorsque vous négociez, la plupart, vous pensez que un travailleur va en grève de gaieté de cœur, vous savez ce que ça implique en termes d'investissement, en termes de temps, en termes d'effort pour gérer un mouvement de grève. Aucun syndicaliste ne vous dira qu'il signe une motion de grève de gaieté de cœur. La plupart du temps, c'est l'arme ultime que nous sortons parce qu'en face, nous n'avons absolument rien eu comme réponse, comme mouvement. Et interrogez l'histoire, vous verrez que tout ce qu'il y a eu comme négociation dans ce pays pour essayer de discuter par rapport aux revendications n'a été déclenché que par des motions de grève déposées sur la table des gouvernants. Et donc, nous avons des gouvernants qui ont une très mauvaise lecture de ce qu'on peut appeler action syndicale. Ça, il faut que ça change. Et si ça change, vous verrez qu'on n'aura pas besoin d'une loi pour que les gens renoncent à utiliser l'exercice du droit de grève. Encore que, vous savez que nous avons compris que le gouvernement a profité de nos faiblesses et nous sommes en train de nous préparer à l'interne. Ça, je ne le dirai jamais assez. Nous sommes de nous préparer à l'interne. Vous imaginez une grève de 48 heures
dans ce pays, suivi par toutes les forces sociales, aussi bien dans le privé que dans le public, vous pensez qu'un gouvernement peut résister? Non. C'est parce qu'ils savent que pour l'instant, nous avons nos difficultés internes, nos guéguerres de leadership qui nous empêchent d'avoir une unité d'action forte que le gouvernement se comporte comme ça. Cette loi peut être violée sans aucune conséquence pour les travailleurs lorsque c'est un mouvement d'ensemble qui permet donc de la violer. Et donc, le gouvernement a intérêt à maintenir la nouvelle dynamique que nous sentons venir de la part du chef de l'État et de son gouvernement pour faire en sorte que cette loi ne soit pas, comment dire, la loi qui gère les relations avec le gouvernement et les centrales, que ce soit vraiment le dialogue sincère, le respect des engagements, l'estime pour l'autre, le respect de l'autre, qui nous permettent donc d'avoir une gouvernance apaisée, un climat social apaisé, qui nous fasse oublier qu'il y a même une loi sur la grève. Très bien, M. Batchabi. Au niveau de la CGTB, alors, comment sont perçues les réformes annoncées par le gouvernement? Je crois que la CGTB n'a jamais été réfractaire aux réformes. Et tout être humain doit pouvoir se dire que dans tous les cas, les progrès, on ne les obtient que lorsqu'on essaie d'ajuster. Donc pour nous, les réformes ne sont pas un problème. Mais la procédure, la façon dont elles sont administrées. Donc, on a le sentiment... ne pose pas un problème, c'est la forme que vous dénoncez? Non, on ira sur le fond. C'est-à-dire, dans la forme déjà, on pêche. On pêche comment? On pêche en pensant qu'on peut tout décider et tout faire sans qu'on soit obligé de consulter les autres. Alors que la base même du contrat que nous avons avec le gouvernement, c'est de ne rien faire sans consulter les autres. C'est clair dedans, dans la charte, au point 6, c'est clair. Voilà. Deuxième chose, nous sommes des partenaires. Et les partenaires ne se donnent pas des coups de poing. Ils se tapotent l'épaule, ils se serrent la main et ils discutent. Les coups de poing viennent d'où? Du gouvernement, vous avez senti. Et le gouvernement dira que les coups de poing viennent Non, tout à l'heure, mon collègue a dit qu'un gouvernement n'a que les syndicalistes qu'il mérite en face de lui. Ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Parce qu'aucun syndicat n'a été créé, vous ne verrez dans aucun, c'est-à-dire dans nos statuts ni dans le règlement intérieur, que le syndicat a été créé pour faire grève. Ça n'existe nulle part. Donc la grève, qui est un moyen qu'on utilise pour maximiser la pression, ne peut pas être l'objectif ultime d'un syndicat. Donc à partir de ce moment-là, il reste simplement que nous devons recourir aux vertus du dialogue. Et dans la matière, le gouvernement a été totalement absent. Et nous, on ne peut pas accepter qu'on nous prescrive des ordonnances sans une consultation. Parce que là, il se comporte comme un médecin qui a appris que quelqu'un est malade et puis il envoie les ordonnances. Si vous ne vous rentrez pas vers le médecin peut aussi délivrer l'ordonnance. Bon, il a appris que vous souffrez d'un mal et puis vous Je crois que ça ne fait pas partie de la déontologie. un gouvernement, ça dit que vous voyez ce qui se passe. Les gens ils ont l'impression qu'ils ont fait du bon travail. Mais en réalité, ils ont exposé le pays. Le Bénin est devenu comme un pays à haut risque. Mais rapprochez-vous. À haut risque. Non, nous, on n'a jamais coupé le pont. C'est-à-dire que face au problème de l'eau, face au problème de l'énergie, face au problème du système éducatif, un gouvernement se préoccupe d'encadrer la grève. Vous voyez ce que ça donne comme image? Ça veut dire que c'est un pays où les gens ne travaillent pas, ils n'aiment pas le travail. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas vouloir régler un problème et créer d'autres, parce que l'image que ça offre du pays n'est pas une bonne image. Deuxième élément qui est important qu'il faut rechercher dans les réformes, c'est que les réformes, on a l'impression qu'au-delà, il y a un fonds de règlement de compte. Mais c'est l'impression, vous n'êtes pas sûr. Non. Et puis je peux même dire à 100% que c'est un truc de règlement de compte. Ah bon? Parce que justement, les acteurs d'aujourd'hui, ceux qui font la promotion, l'apologie de cet encadrement véritablement qui n'a pas de sens là, on les a vus agir hier. On les a vus agir hier. Et donc, on a le sentiment que le syndicat étant, comme on a régenté, on régente le réseau politique, il faut régenter également le syndicat, alors que nous n'avons pas vocation à compétir pour prendre le pouvoir. Mais nous avons vocation à travailler pour que la gouvernance soit au profit du plus grand nombre. Et donc, à partir de ce moment-là, que ce soit Pierre ou Paul, nous devons avoir la même attitude. Monsieur Ansem l'a dit tout à l'heure, Monsieur Batchabi, qu'au sein même de cette confédération, il y a aussi des petits problèmes de leadership au fond. Donc, s'il y a des réformes qui touchent d'autres secteurs, pourquoi pas le secteur, pourquoi pas au niveau des syndicats? Non, je crois que... Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes réfractaire aux réformes? Non. Les réformes, nous allons les produire nous-mêmes. Il faut
qu'on se dise la vérité. Vous-même? Oui. Nous allons les produire nous-mêmes. Et je crois que ça a commencé. Pour ceux qui observent la bourse du travail, ils doivent savoir que les choses bougent autrement à la bourse du travail. C'est lent, mais on a foi que les choses vont se mettre en place. Puisque de toutes les façons, avec tout ce que nous avons connu, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de fonctions que les organisations syndicales ont négligées. Quand on prend la fonction normative, puisque la fonction normative est une fonction qui doit nous permettre d'anticiper sur un certain nombre de réformes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de relation avec les parlementaires. C'est-à-dire, c'est eux qui légifèrent, c'est là-bas qu'on légifère. Mais si vous, dans l'imagination populaire, quand vous vous approchez des députés ou bien des choses là, voilà, il est en train d'aller vers la corruption, tout ça. Alors que c'est tout à fait normal que nous avons un réseau de parlementaires. Bien sûr, puisque vous représentez un certain nombre de travailleurs béninois. Alors, donc c'est tout à fait normal. Les gens ne comprennent pas qu'il y a la diplomatie syndicale. Ils ne comprennent pas qu'il y a les couloirs également qu'on fait dans le mouvement syndical. Il faut expliquer à votre base. Non, ça se faisait depuis toujours. Mais malheureusement, ça dit que dans la transmission du témoin, on n'a pas laissé transparaître que c'est des relations qu'il faut entretenir également. Et ça, maintenant, là, on ne peut régler ça que par l'éducation ouvrière. Nous devons reprendre la formation de nos militants en main. Et ça, on a commencé par le faire. Parce que nous savons très bien que tant que les militants ne seront pas bien formés, on sera dans l'amalgame. La culture de leadership, tout ça là, c'est des problèmes qu'on peut dépasser facilement. Parce qu'on peut mettre en place un cadre. Et ça existe déjà dans la bourse. Au moins, il y a une démarche déjà pour aller vers l'unité d'action. Et nous souhaitons l'effort chaque jour que Dieu fait de donner une image à l'activité syndicale qui doit désormais être beaucoup plus professionnelle que véritablement ce que nous vivons ou bien ce que les gens tentent de nous faire croire. Quand vous devez être dans l'action, vous devez savoir de quoi vous parlez. Si vous voulez aller négocier sur un sujet, vous devez avoir la maîtrise du sujet. Il faut maîtriser le sujet. Donc, c'est très facile de dire, bon voilà, cette loi est scélérate, cette loi est ceci, là. Si vous n'argumentez pas. Et proposer aussi, parce que ce que nous remarquons souvent, c'est que les confédérations syndicales dénoncent tout, mais ne proposent jamais. Non, madame, on fait beaucoup de propositions. On fait beaucoup de propositions, mais puisque les propositions que vous faites, vous n'êtes pas obligé de faire de la propagande autour. Nous ne sommes pas des politiques. Mais on entend beaucoup de propagande autour des dénonciations. Donc, au niveau des propositions, normal, il faut quand même quand le ras-le-bol a un écho plus élevé, que la construction. C'est tout à fait normal. Donc, aujourd'hui, si nous crions fort, c'est aussi pour faire entendre notre voix, parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Et quand la voix aussi est entendue, et quand il y a une chute, il faut aussi crier fort mais que la base est aussi le retour. Non, si à la suite on dit toujours, nous on n'a jamais menti. La première qu'on est sorti d'une audience, on a dit, bon, mais si tel que c'est annoncé par le chef de l'État, ça peut aller comme ça, il n'y a pas de souci, nous savons que c'est une bonne chose. Donc l'essentiel, c'est que nous trouvions le moyen de réinscrire le dialogue au cœur de nos actions, que ce soit même entre les politiques, que ce soit même entre le peuple, les social, tout cela. Tant dialogue, si vous ne vous écoutez pas, si vous n'échangez pas, si vous ne vous appropriez pas, surtout les sacrifices à consentir sur les réformes, il faut que nous puissions dire, voilà, on va faire telle réforme, ça exigira des sacrifices. Vous allez constater tel sacrifice, nous allons constater. Et le résultat que nous recherchons, c'est telle chose. Très bien. Monsieur Guillaume Atigbe, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez des questions liées aux libertés syndicales aujourd'hui avec la loi sur la grève? Vous avez abordé d'importantes questions avec les collègues. Ok, vous voulez revenir là-dessus? Oui, allez-y, bien évidemment, allez-y. Parce que les questions de liberté sont importante. Bien entendu. Mais c'est beaucoup plus des syndicalistes qu'il faut entendre d'abord sur ça. Parce que je crois que c'est souvent dénoncé, c'est dans les revendications. Bien sûr. Et autres là. Non, je pense, madame, que comme les collègues l'ont reconnu, les réformes sont indispensables. On ne peut pas rester statique. D'abord, le mouvement syndical en tant que mouvement de masse est un mouvement qui œuvre beaucoup pour les réformes. Vous savez ce que vous parlez, ce dont vous parlez, vous êtes aussi un ancien syndicaliste. Oui. Donc, on s'accorde sur ce plan-là. Maintenant, l'action syndicale, ça ne se limite pas à la grève. Il y a toute une panoplie de possibilités dans l'action syndicale. On ne connaît presque la grève au Bénin. Ici, alors, nous ne connaissons que la grève. Non, nous ne connaissons que la grève. Bien sûr. La grève, c'est le dernier recours pratiquement. Sinon, il y a pour vraiment embêter l'employeur,
pour obliger l'employeur à revenir sur un certain nombre de choses, il y a beaucoup d'autres moyens d'action. Et quels sont ces moyens d'action-là que nous ne connaissons presque pas? Non, que les collègues connaissent. Mais malheureusement, dans notre pays, nous privilégions trop la grève. C'est pourquoi toutes les attentions sont braquées sur la grève. La réforme sur la grève, bon, pour nous, au CNDS, nous pensons que ça ne peut pas toucher seulement la durée de la grève. Hein? Il y a une loi qui réglemente la grève. Cette loi est en application depuis 2002. Donc ça fait 16 ans au moins que cette loi est en application. Je crois que si nous devons réencadrer le droit de grève, il s'agit d'évaluer cette grève-là. Donc au CNDS, pendant que tout le monde criait, pourquoi 10 jours, pourquoi ceci, les gens criaient partout, nous sommes accrochés à une évaluation de cette loi-là qui a prévalu jusque-là. Donc on a recruté un expert qui a fait les études. Nous nous sommes retrouvés dans un cadre plus élargi. Donc il y a les partenaires tripartites, traditionnels, syndicats, employeurs, travailleurs. Il y a certaines organisations de la société civile. Les magistrats qui ont un syndicat indépendant, on les a invités à la validation de cette étude. Même le syndicat de la santé a été invité. Donc il y a tout un tas de personnes. Des experts, on a un certain nombre de compatriotes qui ont travaillé au BIT, qui sont là aujourd'hui. Tous ceux-là ont été invités. Alors cette évaluation a donné quoi? Cette évaluation a été faite. Aujourd'hui, l'expert qui a été recruté pour faire l'étude est en train de mettre la dernière main. Donc nous pensons que si nous devons encadrer un certain nombre de choses, il faut vraiment maîtriser le sujet dans tous ses contours. Et cette étude, bientôt nous allons nous remettre cela à la disposition du gouvernement. C'est ce que nous pensons de toutes les autres lois querellées par les partenaires sociaux. Hein? On ne peut pas sauter pieds et mains joints pour dire nous faisons des réformes ou nous prenons telle position face à ça. Mais ce qui a été fait par le gouvernement, moi je l'ai dit la dernière fois, je pense que cela constitue une mesure conservatoire. Parce que qu'est-ce que nous serons en train de dire aujourd'hui si par exemple on n'avait pas arrêté les choses en temps et que l'année scolaire était une année blanche? Je crois qu'aujourd'hui on serait placé devant une autre situation qui ne serait pas des meilleures. La question des hôpitaux que tout le monde décriait en temps, je crois que les mesures qui sont prises, si on doit les apprécier aujourd'hui, je crois que on doit pouvoir situer les parts de responsabilité. Et ce qui a été fait n'a pas été si mauvais. C'est pour cela que nous pensons que ces lois-là qui ont été prises ne sont pas coulées dans du béton. Et que, compte tenu de l'évolution des choses, de l'évolution de la situation, de la société, le gouvernement, compte tenu d'un certain nombre de paramètres, reverra avec ses partenaires certaines dispositions contenues dans un certain nombre de tests qui ont été pris. Donc, voilà un peu ce que nous pensons. Hein? Et je crois que les syndicats également sont dans cette dynamique aujourd'hui et ils ont réclamé au chef de l'État que des études soient faites par rapport aux lois querellées mais le chef de l'État a estimé que c'est un peu trop tôt pour des lois qui viennent d'être prises, mais il a montré sa disponibilité le mois venu à examiner un certain nombre de choses. Hein, parce que maintenant, il a dit que c'est maintenant qu'il veut construire vraiment un vrai partenariat. D'oublier un peu tout ce que nous avons connu dans le passé. Et à cela, il faut ajouter quelque chose. Vous savez, le chef de l'État vient du milieu économique. Il vient du milieu économique. Un milieu qui a comme devise travail. Hein? Il y a le travail, il y a le résultat, et c'est après tout que vient la redistribution. Donc ce qu'il a fait, il faut le voir sous l'angle du travail, du résultat, et les syndicats ont beau rôle
à demander vraiment qu'il y ait une juste redistribution. Je crois que c'est là où nous en sommes aujourd'hui et nous allons essayer de colmater les brèches. Les partenaires sociaux aussi demandent un peu plus du social que de regarder, de ne pas trop regarder aussi le volet, le volet économique. La redistribution, c'est le social. Bien sûr, Madame, bien entendu. Ça touche le social. Très Donc bien. voilà un peu l'approche qu'il faut avoir. Et nous, au niveau du CNDS, comme ils sont là, nous sommes ensemble. Hein, les syndicats, le patronat et autres là. Bon, parce que souvent, les collègues du syndicat évoquent l'article 6 de la charte, qui oblige le gouvernement à les concerter sur un certain nombre de choses. Oui. Les engagements, les obligations du gouvernement sont contenus dans l'article 6. Les engagements et les obligations des syndicats sont contenus dans l'article 7. Non, dans l'article 8. Mais avant, il y a les obligations et les engagements du patronat contenus dans l'article 7. Donc, chaque partie a des obligations. Et ces obligations ne sont pas loin les unes des autres. Oui, le droit et le devoir des uns et des autres. Absolument. Donc, moi, je crois qu'il faudrait que maintenant que les choses redémarrent, disons, que chaque partie reprenne ses engagements-là et voit de près ce qui lui incombe de faire. Très bien. Je crois que c'est la seule manière vraiment de repartir sur de bonnes bases. On l'a annoncé à l'attente de cette émission que le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, M. Gilbert Kassamampo, il devrait être sur ce plateau. Il n'a pas pu, mais nous a accordé une interview. On va l'écouter. Il se prononce par rapport sur la rencontre qu'il a eue avec les autres centrales syndicales, avec le président de la République. Dès l'ouverture de la séance, le chef de l'État nous a dit qu'il nous a invités pour discuter à bâton rompu sur les divers problèmes, en gros liés à la gouvernance du pays. Et c'est ainsi qu'il estime que lorsqu'il a commencé par appliquer les réformes, qu'il y a eu beaucoup de grincements dedans, beaucoup de mécontents, même parmi nous, nous n'étions pas d'accord avec beaucoup de choses, mais que maintenant il estime qu'il est temps qui viennent nous rencontrer pour qu'on fasse table rase du passé et que, bon, on parte sur de nouvelles bases pour collaborer. C'est sur cette base qu'il nous a donné la parole et chacun est intervenu. Après que chaque responsable syndical, chaque secrétaire général a pu parler pour dire « Ah, monsieur le président, vos réformes-là ne sont pas inclusives. Vos réformes sont contestées par presque tout le monde. Si vous voulez qu'on reparte sur une nouvelle base, alors entendons-nous pour corriger ce qui a corrigé. Entendons-nous pour retirer la loi sur le droit de grève. On ne peut pas limiter les jours. C'est inadmissible. La réponse du président a été nette. Je ne révise rien. Pas les lois, pas les réformes. Je vous ai appelé, c'est pour m'accompagner. Il dit de compter sur sa bonne foi. Nous disons d'accord. Mais quelle est sa bonne foi? Il fait cela de bonne foi. Mais nous aussi, nous sommes de bonne foi. Il est de bonne foi. Mais on peut être en erreur dans la bonne foi. Le président ne doit pas gouverner sur la base de la bonne foi. Il doit écouter ses citoyens. Et en son temps, je me rappelle, pendant qu'on était en grève, il a écouté tout le monde. Il a écouté les chefs des confessions religieuses, les têtes couronnées. Le président de la République pense que il a tout réussi. Et maintenant, il nous appelle pour demander qu'on l'accompagne. On a discuté, mais finalement, ce sont ces points de vue qui passent. La preuve, il dit, ne revenez plus sur Laurent Métaillon. Ne revenez plus sur Patrice Trekpo. Aucune solution n'a été trouvée à nos revendications. Il nous a appelés pour nous dire que lui, il veut appliquer ces mesures, quand bien même les mesures sont contestées. Oh, il est chef de l'État pour écouter. Il est chef de l'État du Bénin. On doit échanger avec toutes les parties. Il ne veut pas gouverner seul. Cette rencontre, ce que ça a de positif, c'est que ça permet une fois encore aux travailleurs et aux Béninois de savoir que notre président n'écoute personne. Il n'écoute personne. C'est ce que lui décide qu'il passe. Et il raisonne, il explique tout. Même au plan mondial, tout. Lui maîtrise tous les domaines. Lui maîtrise tous les domaines. Même les trucs qu'ils ont annoncés, les primes à donner aux enseignants. Quelles primes? Ce sont les miettes. À partir de ce moment, les travailleurs doivent savoir qu'ils doivent se lever pour nécessairement restaurer la liberté. On doit restaurer les acquis démocratiques. C'est nous qui avons lutté.
C'est grâce aux libertés que Patrice Talon est venu au pouvoir. Il doit pouvoir écouter les travailleurs, pas les travailleurs seuls, toutes les composantes. Parfois, il dit, bon, je vais voir tel ou tel ministre. Ce qu'on a retenu, c'est qu'aucune revendication ne sera satisfaite. Et voilà, vous venez de suivre avec moi, en tout cas, le point de vue du secrétaire général des travailleurs du Bénin, M. Kassa Mampo, après la rencontre que vous avez eue avec le chef de l'État. Il est revenu sur les questions liées à la liberté syndicale aussi, mais aussi je voudrais savoir, il y a aussi d'autres revendications, M. Anselme Amoussou, liées aux vacataires. Qu'en est-il concrètement? Les vacataires, on les attend presque tous les jours grogner, revendiquer. Quelle est leur situation? Si les vacataires nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Sur la situation des vacataires, je crois que c'est deux choses. L'urgence qui a été réglée, annoncée par les ministres du gouvernement et confirmée par les camarades vacataires eux-mêmes, c'est que désormais, ils ont pu avoir leur salaire, les arrêts de salaire jusqu'au mois de décembre, si j'ai bien compris. Ça, ils l'ont confirmé. Mais le deuxième pan de leur situation, c'est qu'il faut améliorer leurs conditions de travail. Exactement. Notamment les taux horaires. Un arrêté avait été pris, qui a été entre-temps rapporté, parce qu'ils avaient besoin donc de faire un certain nombre de réglages. Mais ça tarde. Et sur cette question, je pense que ils l'ont inscrit également au menu des discussions que nous aurons au plus tard le 15 janvier avec le gouvernement. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, les camarades vacataires ont pu avoir le salaire qu'ils réclamaient depuis le mois d'octobre. Je voudrais revenir sur la question des libertés. La question des libertés, nous avons posé le problème du capitaine Trekbo. Parce que il est important d'expliquer à nos travailleurs, à nos camarades, à nos militants que le capitaine Trekbo se retrouve dans une situation qui est devenue une situation personnelle. C'est une revendication qui est devenue une revendication individuelle par la force des choses. Et ça fait partie des réalités de notre syndicalisme au Bénin, en fait. Et ce camarade est intervenu en tant que secrétaire général d'un syndicat de base. Donc il parlait au nom de ses militants. Et dès que le gouvernement a mis en place sa machine donc, de représailles, vous avez dû remarquer que les efforts qui ont été faits par les confédérations n'ont pas été forcément accompagnés par les militants, les travailleurs du ministère de tutelle. Est-ce qu'on voudra dire que tous les syndicats ne sont pas unanimes autour de cette question? Non, ce n'est pas. Ils sont conscients que le camarade a pleinement raison de jouer le rôle qu'il a joué. Mais c'est la peur. C'est la peur des représailles. Et c'est ce qu'évoquait le camarade Bachavi tout à l'heure quand il disait que nous avons besoin de faire l'éducation ouvrière, de faire de la formation pour que les camarades comprennent ce qu'on appelle droit, ce qu'on appelle devoir, et que nous puissions remettre au cœur de l'action syndicale la notion de solidarité. Je dis ça parce que nous avons, tous autant qu'on était là-bas, nous avons plaidé le cas du capitaine Trekbo. Nous avons fait un plaidoyer pour montrer au chef de l'État que, au-delà de tout ce qu'on peut lui infliger comme sanction, on a besoin d'avoir un regard social sur sa situation. C'est comme ça que nous l'avons posé là-bas, ce problème. Alors, quelle a été la réponse du président? La réponse du chef de l'État a été claire. Il a reconnu la pertinence de notre plaidoyer, de notre demande, mais il s'est caché derrière la raison d'État pour estimer qu'il ne pouvait pas agir tel que nous le souhaitions. Des raisons qu'il maîtrise et que nous, peut-être, nous ne comprenons pas. Mais il n'a pas fermé la porte. Il a dit qu'il verrait ce qu'il ferait pour justement faire le social que nous lui avons demandé par rapport au capitaine Trekbo. Donc nous attendons de voir ce qui va être fait. Il nous a demandé d'éviter de lui poser la question sur ce qu'il va faire. Parce qu'il n'a pas besoin de le dire là, puisque ça va se faire non pas dans le cadre officiel en tant que chef de l'État, mais en tant que Patrice Talon, qu'il verrait ce qu'il ferait pour son homonyme Patrice Trekbo. Très bien. Pour le cas du capitaine de Adégoké, de Menton et consorts dans le dossier PIBE, le chef de l'État a estimé que c'est une action en justice. Et qui ne peut pas intervenir. Et qui ne saurait intervenir. Mais là également, nous avons fait le plaidoyer, un plaidoyer très bien présenté par le camarade de la CGTB qui a fait voir au chef de l'État les différentes voies en tant que premier magistrat qui peuvent lui permettre justement
de prendre une mesure qui ramène l'apaisement au plan social. Parce que les camarades en question étaient dans une mission syndicale au sein du conseil d'administration de la CNSS. Donc voilà comment nous avons posé les questions par rapport aux questions de liberté. Par rapport au droit de grève, on l'a déjà dit. Et par rapport à la loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche. Nous avons demandé au chef de l'État d'accepter que nous puissions faire la relecture de cette loi. Parce que nous lui avons démontré que cette loi ne saurait produire les effets annoncés. On a annoncé cette loi comme étant la solution ultime, la solution miracle pour faire venir les investisseurs. Et nous lui avons dit que de notre position d'observateur, nous remarquons tout à fait que nous n'avons pas les investisseurs en nombre massif tel qu'on l'a annoncé. En tout cas, le gouvernement n'a pas fait d'annonce pour dire parce que j'ai pris telle loi désormais, il y a 2 ou 3 ou 4 usines qui se sont installées, on n'a encore rien vu. Est-ce que ce que le secrétaire général Modachiro disait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a aussi un manque de stratégie, de lobbying entre les centrales syndicales et nos députés, qu'on arrive quand même à voter des lois et après les syndicats se disent on n'est pas d'accord, ça n'arrange pas les travailleurs. Il y a un problème qui se pose à ce niveau. Le problème se pose au niveau des députés. Je vous donne un exemple. Oui, un exemple. Justement par rapport à la loi sur l'embauche, oui. Les confédérations, dès que c'était pas encore voté, que c'était un projet, oui. Nous avons requis les services d'experts qui nous ont lu le projet et qui nous ont montré les dispositions qui étaient porteuses de risque. Nous avons fait ce document et que nous avons distribué à bon nombre de députés pour leur dire ne votez pas cette loi en l'état. Quelle a été leur réponse selon vous? Aucune réaction. Vous avez vu, ils ont voté. Y compris des gens qui aujourd'hui se présentent comme les défenseurs des travailleurs du peuple, qui avaient voté cette loi à l'époque parce qu'ils étaient encore en couple avec le gouvernement à l'époque. Donc, nous avons un problème justement par rapport à ça. Je peux rejoindre en partie le camarade Bachabi parce que j'estime peut-être que nous n'avons pas eu la qualité de partenariat qu'il faut avec ces députés. Mais nous avons fait ce travail avec des députés qui sont des représentants du peuple, qui en principe devraient nous écouter, tout au moins relire cette loi et voir un peu ce qu'ils auraient pu arranger. Ils se sont comportés comme comment dire... ils sont aussi dans leur rôle quand même aussi de voter des lois. Oui, ils sont dans leur rôle de voter des lois contre les citoyens. Mais non, je n'ai pas dit contre les citoyens. Alors, ils sont des représentants comme nous. Il faut aussi souligner aussi que sur cette loi de l'emploi, il y en a quand même dans nos administrations, que ce soit public ou privé, quand ils savent qu'ils ont un contrat à durée indéterminée, le service, le retour, il n'y en a pas. Vous trouvez des gens dans l'administration publique qui ne vous calculent pas à la limite, qui vous parlent mal, qui vous traitent mal en tant que client, parce qu'ils savent tout simplement qu'ils ont un contrat à durée indéterminée ou qu'ils sont agents de l'État. Peut-être cette loi remettrait chacun sur le travail. Seulement, là où ça fait peut-être un hic, des gens qui travaillent et qui veulent une situation un peu plus meilleure se retrouveraient dans une situation un peu contraire. Je suis d'accord avec vous sur ce que vous évoquez là comme étant pouvant être les avantages d'une telle loi. Mais est-ce que cette loi a tenu compte du contexte qui est le nôtre? Vous savez que malgré le Code du travail, il y a des employeurs qui sont champions de la brimade de leurs employés. Vous savez qu'il y a des Libanais aujourd'hui qui prennent la chicotte pour chicoter leurs employés. Vous savez qu'on a des Béninois entrepreneurs qui ne respectent absolument aucun droit des travailleurs. Dans un tel contexte, est-ce qu'on peut prendre une telle loi? Quand vous prenez une telle loi, parce que pendant que nous n'avons pas un personnel suffisant comme inspecteur de travail pour veiller à l'application d'un certain nombre de choses, quand vous n'avez pas fait le minimum qu'il faut, vous ne pouvez pas prendre une telle loi et espérer avoir des résultats. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il l'a dit, cette loi présente le Bénin comme un pays où on a besoin de prendre un bâton pour que les gens travaillent. Mais au fond, il y a aussi quand même ça. Même si on ne peut pas prendre le bâton pour suivre chacun de nous, au fond, il y a aussi cet engouement d'amener les gens à vraiment travailler véritablement. Comment pouvez-vous dire ça lorsque vous n'avez même pas appliqué les lois qui existaient? Regardez, je donne souvent l'exemple de... comment ils appellent ça? La piste cyclable, là. Bien sûr. Le trafic local. On a obligé désormais les motocyclistes à importer ça. Vous avez vu comment les Béninois se sont rapidement... Parce qu'on a appliqué une loi. On a appliqué une loi. Vous n'appliquez pas les lois. Lorsque moi je suis agent de l'État et que je ne fais pas bien mon travail, je suis absentéiste,
je reçois mal le client. J'ai une hiérarchie qui n'applique pas, qui ne me sanctionne pas. Vous pensez que c'est ma faute seulement quand je fais mal le travail? Lorsque c'est un laisser-aller total, on doit interpeller qui? Que nous commencions d'abord par appliquer les lois qui existent. Pour regarder si nous sommes vraiment irrémédiablement perdus, nous Béninois, nous agents publics du Bénin. Très bien. Plutôt que de considérer, je pense que parfois le gouvernement a ce que quelqu'un a appelé le syndrome de l'intelligence achevée, où il pense que tout ce qu'il pense est bon automatiquement. Et qu'on n'a pas besoin d'échanger avec les autres. Vous êtes les partenaires sociaux, donc votre rôle aussi c'est d'accompagner et d'expliquer. Vous avez bien vu que nous accompagnons, que nous faisons les efforts pour accompagner. Bien sûr. Nous faisons les efforts, vous avez vu par rapport aux engagements des partis dans la charte du dialogue social, nous faisons les efforts qu'il faut en tant que syndicalistes. Très bien. Parce que nous savons que ce document peut nous permettre d'avoir vraiment, de sortir de la récurrence de nos crises avec le gouvernement. Mais on a besoin d'être deux pour dialoguer. On a besoin d'être au moins deux pour dialoguer. Lorsque la main est tendue et que votre main reste raide, comme ça, tendue, et qu'il n'y a personne en face, vous êtes bien obligé à des moments donnés de faire ce que tout le monde attend de vous. Mais aujourd'hui, en face, il y a le gouvernement qui reçoit votre main. C'est tout nouveau et c'est une annonce et nous attendons que cela se concrétise. Très bien. Monsieur Moundachero, dites-nous, il y a aussi au niveau des points de revendication, il y a aussi cette fameuse 1,25 de coefficient aussi des retraités. Quelle est leur situation aujourd'hui, ces retraités-là? Non, je crois que c'est une question qu'on a déjà évacuée à la négociation. Nous avons eu la promesse ferme que 2019, ces arrêts-là seront apurés. Okay. Et je crois que ça a été confirmé encore au palais où le ministre des Finances disait qu'ils ont fait une provision d'environ 35 milliards pour essayer d'abord non seulement d'apurer un peu les arrêts dont ils ont hérité, mais aussi pour éviter qu'eux-mêmes ne créent pas des arrêts dans la gouvernance. Ça, c'est... On attend pour voir un peu ce qui va se passer. Et en ce qui concerne les effets financiers des statuts, enfin, les effets financiers partiels des statuts des enseignants, on a eu la promesse ferme que avant la fin du mois de décembre, ce qui est dû au titre de 2018 sera également payé pour ne pas... La fin de décembre 2018, oui, bon, mais dans une semaine. Dans une semaine. Bon, cela dit, nous, on fait toujours d'efforts pour comprendre et patienter. Mais le gouvernement ne fait pas preuve de patience. Pourquoi dites-vous cela? Non, il est toujours pressé, et le chef de l'État aussi l'a dit plus souvent qu'il est pressé d'aller, il ne veut pas que... Oui, ben, le chef de l'État a un mandat, il faut qu'il se presse pour vous oubliez aussi que nous aussi avons un mandat et que nous devons rendre compte à nos militants, à ceux qui nous ont mis là, justement, de ce que nous avons fait de leur confiance. Donc, et vous, le gouvernement, vous êtes donc, à partir du moment où nous sommes tous des élus et que nous avons un cahier de charge, le plus important, puisque les cahiers de charge peuvent se contredire à un moment donné, ou peut-être que l'autre peut ne pas avoir les moyens de satisfaire nos cahiers de charge, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et donc, lorsque vous avez une situation telle que nous avons vécue jusque-là, on ne peut être que méfiant. Et surtout, on ne peut que recourir à des moyens extrêmes tout le temps. Alors qu'on peut les éviter si le gouvernement peut faire l'effort. On ne demande pas au gouvernement de faire descendre la lune. On ne lui demande même pas de trouver solution à tous les problèmes. Mais de façon honnête, sans aucune hypocrisie, ce qui est possible là, on le dit de façon ouverte et on fait. Ce serait déjà ça. Même si on doit continuer par faire le combat pour les autres aspects. Donc, pour ce qui nous concerne, en ce qui concerne que ce soit les confédérations qui aujourd'hui, entre elles, essaient de discuter pour aller vers une unité d'action syndicale, ou même pour nos militants, nous, on sait déjà ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire pour que nous puissions instaurer le climat apaisé dont on a besoin pour construire le pays. Il appartient au gouvernement de se mettre dans son rôle. Et le rôle, c'est la piste que le chef de l'État a indiquée. Si cette piste-là est suivie avec rigueur et que nous trouvons les moyens d'échanger sur les réformes, même si la réforme est douloureuse, j'ai dit même si elle est douloureuse, et qu'on s'entend sur le quantum de sacrifice et la destination, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas comprendre, nous sommes des humains. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire le sacrifice est connu, c'est-à-dire le sacrifice n'est même pas, c'est-à-dire le sacrifice tombe sur la tête des travailleurs.
Pour quel résultat, on ne sait pas. Et parce qu'il n'y a pas eu déjà une concertation et d'échange entre le gouvernement et vous. C'est parce que ça manque un peu. Non. Déjà, avec cette rencontre-là, CDA dit que vous serez reçu 2 fois par an. Donc ça ne veut rien dire. Ça veut dire nous recevoir 2 fois par an, c'est déjà bien. Mais en réalité, quel va être le contenu? Parce qu'il faut à chaque fois que nous évoluons. Parce que vous voyez, mercredi, on était au palais. Je sais que tout le monde avait les regards là-bas. Bien sûr, c'est pour ça. Bien que ce ne soit pas un cadre de négociation, c'est un cadre d'évaluation de nos rapports avec le gouvernement. Donc, on ne va pas à une évaluation pour obtenir des choses. On va à une évaluation pour prendre de nouveaux engagements. Donc, en termes de résultats, les nouveaux engagements ont été pris. Maintenant, il reste à dérouler ces engagements-là. Très bien. Monsieur Guillaume Atigbe, voilà, le gouvernement a la volonté maintenant d'établir une véritable atmosphère de partenariat pour améliorer les conditions de vie des populations. Au niveau de votre conseil, quel regard portez-vous sur ce partenariat, ce nouvel partenariat-là qui s'annonce d'ici 2019 avec les partenaires sociaux? Oui, madame, vous allez m'excuser, me permettre, par rapport à mon rôle, de revenir un peu sur l'élément. Ah oui, sur les propos de M. Gilbert Kassamampo. Parce que le problème du dialogue social dépend aussi de la communication. Très bien. De ce qui sort des partenaires. Allez-y. Je crois que ce qu'a dit le secrétaire général de la CSTB tranche vraiment avec ce qui a été dit jusque-là. D'accord. Le chef de l'État n'a jamais dit « je ne reviens sur rien ». Il a monté de très bonnes dispositions par rapport aux tests de loi qui existent, qui a été pris en temps et qui polluent un peu l'atmosphère, tout ça là. Il a monté de très bonnes dispositions. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit travaillons sans caméra. C'est là toute la difficulté de votre émission. Nous ne pouvons pas étaler ici tout ce que le chef de l'État avait à dire. Et le succès du dialogue aussi dépend de ça. Bien entendu. Parce que si nous sortons... Il faut que les partenaires soient quand même libres de s'exprimer si nous sortons, non, et puis si nous sortons ce qui peut constituer un frein demain à l'évolution des choses, ce n'est pas une très bonne chose. Donc, le chef de l'État n'a pas dit chose. Concernant les collègues Trépo et Métaillon, je pense que concernant le camarade Trépo, pour être court, le chef de l'État s'est expliqué. Il a parlé des raisons pour lesquelles les choses sont laissées en l'état, mais les sentiments personnels qu'il a eus et d'autres facteurs qu'il a évoqués. Donc, sur l'affaire Trépo, comme le secrétaire général de la CSA ou de la CITB, je crois que cette question reste là. Le chef de l'État en inconscience, et moi je pense que c'est pas la peine de trop traiter là-dessus. Vous voyez, c'est ça la particularité. Vous avez tous assisté à la même rencontre et vous avez votre lecture et aussi le secrétaire général de la CSTB aussi a sa lecture. Donc voilà. Non. Même concernant l'affaire Trépo aussi, je m'en prends un peu aux collègues qui ont dit ce qui s'est passé. Bon, ils ont été un peu... il y a eu une barrière. Ils n'ont pas franchi cette barrière et ils ne peuvent même pas le franchir. Tout simplement parce que c'est pas pour rien que, comme je le disais, cette séance-là s'est déroulée hors caméra. Donc il y a eu un certain nombre de propos qui ont été tenus qu'on ne peut pas révéler sur concernant l'affaire Métaillon. Bien sûr. Mais Métaillon, tout le monde le connaît ici. Et l'autre collègue qui est aussi retenu avec lui, tout le monde les connaît. Moi, je suis passé par la CNSS. J'ai été PCA de la CNSS. Je sais aussi, cette maison-là, comment cela est. Ce qu'on reproche aux collègues Métaillon et autres, là, c'est vite arrivé. C'est vite arrivé. Et moi, je pense que là-dessus, on ne peut que demander au chef de l'État vraiment d'être plus regardant. Et cette charte-là, puisque les collègues démontrent que le camarade était en mission syndicale, il y a une disposition de la charte qui demande au gouvernement vraiment de traiter les questions syndicales
d'une certaine manière, en tenant compte d'un certain nombre de spécificités. Je crois que ce sont ces dispositions-là que nous allons évoquer aujourd'hui, au lieu de tirer, de dire il n'y a rien, non. Je pense que ce n'est pas de nature à favoriser vraiment ce que nous recherchons, l'objectif que nous visons. Très bien. Cela est important. Donc, par rapport aux collègues syndicalistes, vous l'avez dit, concernant les députés, je crois que il faut que les collègues revoient la démarche. Parce que hier, ça ne se passait pas comme ça. Et je sais qu'ils ont toutes les potentialités pour vraiment infléchir les choses. La façon de prendre les problèmes à caractère social, tout ça, il faut qu'ils revoient cela avec les députés. Ils ont tous des entrées. Donc il faut qu'ils exploitent un peu les choses. Comme le dirait l'autre, je crois que les choses ne se passent plus comme en notre temps. Non, honnêtement, les collègues doivent revoir leur méthode tout en conservant leurs valeurs. Revoir la méthode. C'est par rapport à la méthode que cela ne marche pas. Et si vraiment on doit décrocher des choses pour les travailleurs, pour la grande majorité des travailleurs, et connaître vraiment des progrès comme c'est leur rôle, je crois que le partenariat doit avoir tout son sens aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le partenariat avec le gouvernement qui aujourd'hui est déterminé à œuvrer pour un nouveau type de partenariat, mais également avec ceux qui votent les lois. Il faut un nouveau partenariat. Si cela n'existait pas, il faut vraiment qu'ils établissent un nouveau partenariat. Donc, parce que cela part de la base. C'est au départ, il vaut mieux être de part que d'être, disons, à l'arrivée. Très bien. Et c'est un peu ce que je pense dire. Quant à nos CNDS, de toute façon, nous ne sommes pas CNDS sans les partenaires, particulièrement les syndicats. Et je crois que les suggestions qu'ils nous apporteront seront les bienvenues et nous allons tous travailler dans le même sens. Très bien. Monsieur Anselme Amosso, dites-nous, il y a aussi un autre souci au niveau du secteur des enseignants, c'est le système d'évaluation des enseignants. Pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce que, justement, c'est ce que nous déplorons, c'est la qualité de la communication qui accompagne les annonces et les réformes. Mais au fond, cette réforme, dans le fond, ça ne devrait pas poser problème normalement. Non, ça ne devrait pas poser problème parce que, vous savez, un agent peut être évalué. Voilà. Et justement, si les raisons officielles annoncées par les ministres de tutelle pour justifier cette évaluation sont les vraies raisons, il n'y a pas de raison d'être frileux par rapport à une telle annonce. Parce que il paraît que c'est pour faire le diagnostic et trouver donc le bon remède qu'il faut, parce que chacun de nous étant enseignant a ses lacunes qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc il faut quand même renforcer quand même l'équipe. Le problème se pose dans les rapports que nous avons avec les gouvernants, qui sont des rapports qui ne sont pas empreints de confiance. Il y a une crise de confiance. Et donc, aujourd'hui, il y a des collègues, des enseignants, qui craignent l'usage que l'on va faire des résultats issus de cette évaluation. Et on peut les comprendre. On peut les comprendre, tout à fait, on peut les comprendre. Quand on regarde un peu les liquidations d'entreprises qui ont eu lieu, c'est l'exemple que les gens donnent, comment on a licencié des gens sans aucun état d'âme. Ils se disent, mais pourquoi? Mais au niveau de ces entreprises, il y a eu des audits au niveau de ces entreprises. Il n'y a pas eu d'évaluation du personnel. Donc, les enseignants ne peuvent pas tout de suite penser que s'il y a évaluation des enseignants, tout de suite, on va les liquider. La crise de confiance dont vous évoquez, j'ai l'impression que ça déteint tout de suite sur tout ce qu'il y a comme réforme engagée par le gouvernement. D'où la nécessité donc d'avoir une autre approche de partenariat, une communication sans tabou, des informations qui doivent circuler normalement pour que les gens bien sachent comprendre vraiment ce système d'évaluation. Alors, est-ce qu'au niveau de votre base, vous essayez de leur expliquer le bien fondé quand même de cette évaluation au niveau du secteur éducatif? De façon théorique, le bien fondé ne se pose aucun problème. Ok. Parce que si on a besoin donc de renforcer mes capacités en tant qu'enseignant, en tant qu'agent... Il faut quand même vous évaluer et savoir là où se trouvent les problèmes pour vous apporter les solutions. Exactement.
c'était un peu précipité. Ça fait l'un des reproches que les enseignants ont fait. C'était un peu précipité parce que vous faites l'annonce une semaine après, vous dites que les gens vont composer. La période également n'a pas été très bien choisie. Nous sommes en congé et donc vous demandez aux enseignants qui sont loin d'aller d'abord en congé, donc de retourner à leur poste pour faire l'évaluation, pour revenir ensuite pour la dernière fête de l'année. Ça pose un problème. Donc c'est ça que nous avons évoqué avec le chef de l'État, qui a tout de suite accepté que cette évaluation soit reportée à la rentrée de janvier. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est que le ministre de tutelle doit continuer donc de discuter avec les partenaires sociaux. C'est ce qu'ils sont en train de le faire actuellement à l'OCOSA, en session de dialogue social, bien sûr, pour rassurer les gens et mettre les exigences des syndicats au cœur de cette opération-là. Pour que si les gens sont rassurés par rapport aux résultats, s'ils savent que ce n'est pas parce qu'ils auraient mal composé qu'on leur dirait donc d'aller voir ailleurs, qu'on les licencierait de leur poste d'enseignant, je pense que le problème ne se poserait pas du tout. Parce qu'on a beaucoup entendu les enseignants se plaindre, ils se disent, imaginez que j'ai fait 10 ans de carrière, on m'évalue, on me dit que je ne suis plus bon en tant qu'enseignant. Donc, il y a beaucoup de peur, donc beaucoup de communication qui devrait aller et les accompagner et leur expliquer le bien fondé quand même Absolument. de ce système d'évaluation. Nous avons évoqué la question avec le chef de l'État, où nous avons demandé qu'on puisse respecter les engagements du départ, les annonces du départ, l'objectif annoncé, il faut vraiment qu'on puisse le respecter. Et si on le respecte, il n'y a pas de raison que nous n'allions pas composer. C'est un peu ironique que les enseignants évaluent tout le temps les apprenants et que maintenant, quand on parle d'évaluation des enseignants, ça grince un peu les dents. Ils ne sont pas contre l'évaluation. Très bien. Ils craignent ce qui va venir après l'évaluation parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc c'est tout, ils ne craignent pas l'évaluation. Oui, mais nous-mêmes en tant qu'apprenants, parfois on n'a pas confiance en soi, mais on se laisse tranquillement évaluer. Est-ce que les enseignants ne sont pas tentés à le faire quand même? Ne pas avoir confiance en soi est différent de ne pas avoir confiance à l'autre. Parce que c'est l'autre qui décide, c'est le décideur. Et que si demain il vient dire que vous avez eu 2 sur 10, et que pour cette raison, vous n'êtes pas apte à rester enseignant, qu'il vous jette dehors, vous voyez un peu ce que ça peut faire. Est-ce que déjà au niveau du système éducatif, il n'y a pas des gens qui connaissent leurs problèmes, leurs lacunes et ils ont peur d'aller l'exposer lors de l'évaluation? Parce que, avouons-le, au niveau du système d'éducation, il y a des lacunes, on voit des trucs. Vous êtes enseignant, vous savez de quoi je parle. Donc Tout à fait. Voilà. Écoutez, vous savez que le problème de formation se pose. Voilà, il y a un problème de formation de base. Ça se pose d'ailleurs partout. Partout. Parce que autant vous voyez des enseignants qui ne vous font pas honneur, autant vous voyez des journalistes vous demandez comment ils ont pu atterrir là. C'est dans tous les secteurs que le problème se pose. Donc je suis d'accord, il y a certainement des collègues parmi nous qui craignent cette évaluation, non pas pour les raisons que j'ai évoquées, mais parce qu'ils ne veulent pas se faire évaluer, parce qu'ils connaissent eux-mêmes leur niveau. Ça peut exister, forcément, parce que vous savez, dans l'éducation aujourd'hui, il y a toutes les catégories d'enseignants. Bien sûr. Toutes les catégories d'enseignants. Et donc, chacun sait comment il a été formé. Et un certain nombre de choses que nous développons. Vous savez que parmi nous, il y a également des gens dont on doute de la qualité du diplôme. Bien entendu. De la légalité du diplôme. Tout ça doit faire partie donc, des craintes que les uns et les autres sont en train d'émettre. Mais cela étant dit, si vous rassurez le plus grand nombre, vous pouvez aller à votre évaluation. L'essentiel, c'est de retenir les critères clairement, de savoir quel est le contenu que l'on va donner aux différentes épreuves, de dire clairement quels sont les critères d'évaluation. Parce que c'est d'ailleurs ça qu'on nous demande de faire par rapport à nos apprenants désormais, dans l'approche par compétence. On doit savoir quels sont les critères d'évaluation. Si tout ça est clair, écoutez, et que le ministère a la bonne communication qu'il faut, il n'y aura pas de raison de ne pas aller vers l'évaluation. En tout cas, moi, mon avis personnel est que, en tant qu'agent, on ne peut pas refuser l'évaluation, mais on doit pouvoir discuter des conditions de l'évaluation et des résultats de cette évaluation que l'autorité va en faire. Alors, au niveau de la CGTB, l'évaluation est prise comment par vos syndiqués? Non, vous savez que nous sommes toujours à la recherche de la perfection. Hein, et quand on dit qu'on veut évaluer ou bien apprécier votre niveau pour vous amener à être meilleur, ça ne devait pas gêner. Comme l'USG Ansem l'a dit tout à l'heure, il y a une mauvaise communication d'abord autour du sujet et les éléments d'appréciation qu'on devait verser, disons, aux différents acteurs n'ont pas été versés. Quand il dit ça n'a pas été versé, lorsque vous parlez
de faire par exemple une épreuve de culture générale, lorsque vous parlez de faire un entretien, vous savez très bien que dans une évaluation, l'élément le plus subjectif, c'est l'entretien. Donc, nous devons rester dans un schéma où il n'y a pas de place pour la subjectivité. C'est d'abord le premier élément. Et l'évaluation d'un enseignant, ce n'est pas comparable à l'évaluation d'un apprenant. Je suis d'accord. Bon, à partir de ce moment-là, quels sont les repères? On veut renforcer pédagogiquement les gens. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants peut-être qui ont des manques en pédagogie. Il y a des enseignants, par exemple, qui ont un manque dans la matière qu'ils enseignent, donc manque technique. Donc, si le sujet, il y en a qui ont les deux, c'est-à-dire pédagogiquement et techniquement, il y a des choses à redire là-dessus, il faut que ça soit clair. Et donc, on ne peut pas évaluer les gens en dehors des éléments qu'on veut renforcer chez eux. Dans la culture générale, ou même dans l'entretien, où se trouve la pédagogie? Où se trouve la... C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut clarifier pour permettre aux autres de savoir que ce qu'on veut faire là, ce n'est pas pour enquiquiner les gens, ce n'est pas pour les détruire. Et nous savons aujourd'hui la force des réseaux sociaux aussi. On va balancer des trucs sur des gens, on va dire des trucs. Donc, nous devons prendre des dispositions pour rassurer les enseignants et dire que le mal qu'on veut corriger, c'est le mal qui leur permet de faire mieux. Très bien. Et je crois qu'à cette condition-là, ma confédération n'a pas d'objection, puisque j'ai une fédération de l'éducation et avec qui j'ai échangé. Bon, de toutes les façons, il ne m'est pas remonté des éléments d'opposition, mais c'est des craintes quant à l'usage, quant à la sincérité de l'évaluation. Et ces éléments-là, c'est normal puisque le climat de confiance entre le gouvernement et nous, en tout cas jusqu'à la dernière rencontre avec le chef de l'État, je crois que cette confiance était moins 0. Hein. Donc là maintenant, si ça remonte un peu la pente, il faut moins 0 maintenant, c'est à combien? Bon, non, je ne sais pas encore parce que j'attendais, puisque les éléments qui vont permettre de remonter ça, c'est en janvier que je verrai ça. Oui, le 15 janvier. Maintenant, je vais dire quelque chose. Allez-y. Ce que je vais dire, c'est ceci. Vous savez, dans le dialogue, quand vous êtes leader, vous ne vous faites pas porte-parole, bien vous ne relayez pas les difficultés des échanges pour permettre à l'autre d'avancer. C'est vrai, on peut ne pas avoir la même lecture de la science qu'on a avec le chef de l'État, mais je ne peux pas passer 3 heures de temps, 4 heures de temps avec le premier magistrat. C'est-à-dire, quand on a tout épuisé dans le pays, celui qu'on doit voir, et en tant que responsable, que les gens suivent derrière, et je sors totalement déprimé, ou je sors avec des discours qui ne rassurent personne. Nous devons l'éviter. Il y a une éducation qu'on doit se donner. Tout n'a pas été positif lorsque nous avons vu le chef de l'État. Mais il y a quand même des points de progrès. Mais malheureusement, on ne sait pas célébrer nos victoires. Oui, je le disais tantôt. Parce qu'un président de la République qui dit « Je sais que je vous ai offensé. Je sais qu'on n'a pas fait les choses. Je sais qu'on n'a pas fait ce qu'on a fait. Mais maintenant, là, je veux qu'on fasse autrement. » Quand il a affiché cette bonne volonté-là, et vous sortez, et vous dites qu'il n'a pas changé, vous comprenez que lui-même, là, vous l'empêchez même de bouger. Et moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne à dire les choses autrement. Et un responsable reste un responsable. Mais je dis, en plus d'être responsable aujourd'hui au niveau des confédérations, il faut qu'on passe à l'étape de leader. Le leader ne descend pas pour s'amuser avec la masse. Il prend la masse pour l'élever à son niveau. Et c'est ce que nous devons faire. Malheureusement, les gens ont des oreilles pour la rue. Et puis finalement, dans leur cœur, c'est la rue qui parle. Et ça pose des problèmes. Très bien. Monsieur Guillaume. Madame. On évolue tout doucement vers la fin de cette, de cette émission. Je vais vous demander, en tant que président du Conseil national du dialogue social, est-ce que vous pensez que déjà la hache de guerre entre les syndicats et le gouvernement sera enterrée d'ici peu? Ouais, sur ce plan, moi, je ne peux qu'être positif. Non, honnêtement, je crois que je prends la dernière partie de l'intervention du SG Bachabi. Oui. Je crois qu'en tant que responsable, on ne peut apprécier les choses que positivement. Les propos que moi j'ai entendus du chef de l'État, les dispositions qu'il a affichées, les engagements qu'il a eu à prendre, je suis obligé de les intégrer dans ma démarche ou dans mes réflexions. Est-ce que ces propos épousent déjà votre démarche et votre réflexion? Absolument. Au niveau du Conseil? Même si ça ne pousse pas, je suis obligé d'adapter
ma démarche est autre là. Non, je pense que, très sincèrement, comme nous sommes, enfin, moi, je reste collé à la charte. Et les propos tenus, je les retrouve absolument dans la charte. Ça veut dire qu'il nous donne l'occasion de faire appliquer la charte. Hein? Mais nous allons nous tourner vers les partis pour rappeler à chacune d'elles, disons, leurs responsabilités, ce qui leur incombe de faire. S'il y a des déviances, c'est à nous de le dire, de le faire. Donc moi je pense que quand le chef de l'État dit c'est maintenant le vrai partenariat, il a même expliqué avant ces réformes-là et pour signer la charte, un peu son hésitation. Mais il a fini par si. Donc la bonne volonté y est, la volonté politique y est. Maintenant, il y a son appréhension d'un certain nombre de questions qu'il pense régler pour démarrer l'appareil économique du pays. Et ces réformes-là, ces tests, parce que c'est là, disons, la pierre d'achoppement. C'est sur ces réformes-là, sur ces tests-là. Mais tel qu'il a parlé, moi je ne pense pas que c'est fini, il ne va plus jamais revenir là-dessus. Il dit non, mettons cela de côté d'abord et à partir de maintenant, établissons de nouveaux rapports de partenariat. Très bien. Donc moi je pense que, moi je reste positif et je pense également que compte tenu de ce que j'ai entendu jusque-là, en dehors de l'intervention de mon ami Mpo. Il faut qu'on écoute quand même tout le monde. Oui, absolument. Non, c'est inclusif, le dialogue est inclusif. Très bien. Donc, je pense que nous sommes partis sur de bonnes bases et que l'avenir reste prometteur pour nous. Il n'y a pas de problème. Alors, M. Anselme, en dernier tour de table, le rapport gouvernement central syndical, alors, est-ce un nouveau départ? Je veux fortement l'espérer, parce qu'on a besoin vraiment, autant nous que le gouvernement, on a besoin de faire évoluer les choses. Et il est temps qu'on sorte de cette manière, de cette vue étriquée de l'action syndicale et du rôle du syndicat. Changer la manière, mais toujours accompagner le gouvernement et aussi répondre aussi des exigences des travailleurs du béninois. Oui, tout à fait. Et c'est là où je rejoins le camarade Bachabi. Vous savez, moi je refuse de regarder le travailleur comme un électeur potentiel qu'il faut chouchouter, à qui il ne faut pas dire la vérité, et qu'il faut, dans les rapports avec lui, il faut rester dans le populisme et la démagogie. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Et ça a toujours été mon empreinte à moi, depuis toujours. Et je pense que je ne suis pas le seul aujourd'hui à la Bourse du Travail, de pouvoir dire quand c'est bon, et quand c'est mal, c'est mal. Parce qu'on a voulu nous maintenir dans la posture que le syndicat ne doit jamais féliciter un employeur ou un gouvernant. On vous prend tout de suite pour un corrompu, etc. Voilà. Et donc, d'être mouvancier ne peut pas être une tare, une gêne lorsque vous êtes dans l'objectivité. Et moi, j'ai toujours dit, dans une ambiance aussi pourrie que celle des mouvements sociaux aujourd'hui, être taxé, d'être défendu. Non, en fait, je voulais dire, quand on dit que vous êtes modéré, vous devez en être fier. D'accord. Ce n'est pas une honte que de dire que vous êtes modéré. Quand je regarde ce que le radicalisme nous apporte, ce que ça nous apporte comme mauvais impact dans l'action syndicale vis-à-vis de nos militants, qui n'ont pas forcément l'éducation qu'il faut, la formation qu'il faut pour comprendre certaines de choses. Nous devons être des leaders. Moi, je veux être leader. Et être leader, ce n'est pas dire n'importe quoi non plus. Très bien. Monsieur Bachabi? Oui. Bon, je crois que... Un nouveau départ? Un nouveau départ... Avec la CGTB? Bon, je crois un nouveau départ avec les confédérations qui comprennent que l'ajustement est nécessaire. Très bien. Nous avons fait l'option de travailler, pas parce que nous voulons être chouchoutés, j'ai dit toujours la responsabilité. C'est une bonne casquette. Et il y a du miel dedans. C'est comme ça également qu'il y a du vinaigre, il y a de la quinine. Donc quand on vous applaudit en tant que responsable, attendez-vous qu'on vous jette la pierre. Mais si vous n'êtes que derrière l'applaudissement, il est évident que vous allez verser dans la démagogie, dans les surenchères, et vous perdez vos militants. C'est-à-dire que vous les entraînez sur une route qui n'est pas vraiment la normale. Et en dialogue, il y a un élément important. L'écoute. L'écoute. Mais l'écoute dont on parle,
c'est d'abord vous-même d'avoir une posture pour qu'on puisse vous écouter, mais c'est de préparer l'autre, c'est-à-dire le partenaire d'en face, à vous écouter. Si avant d'aller vers lui, vous mettez sa famille dans la rue, vous racontez tout ce que vous voulez sur lui, dès que vous arrivez, la réceptivité est faible. Parce que quand quelqu'un a l'impression qu'il fait des efforts, pour changer la chose, et vous ne le prenez pas au mot, alors qu'il a insisté, il dit, prenez-moi au mot à partir de maintenant. Prenons-le au mot. Et il faut dire, pourquoi il a dit de le... Il dit, désormais, là, les choses se passeront autrement. Maintenant, il faut l'aider à ce que les choses se passent autrement. Ce n'est pas en lui déniant toute confiance, en disant qu'il n'est pas capable de... Il n'est pas ça. Ce n'est pas en ce moment-là que vous allez l'encourager. Parce qu'il va dire après tout, j'ai fait tout là, ces gens-là. Évidemment, ils ont le cœur dur. S'ils ont le cœur dur, bon, ok, moi, mais je dis mon cœur, et on verra qui aura le dernier mot. Je crois que ce n'est pas de ça que les travailleurs ont besoin. Il nous appartient de aller. Mais pour y aller, les confédérations doivent revenir à leurs fonctions traditionnelles. Très bien. Il faut éduquer les militants. Il faut les amener à croire que les élections professionnelles ne sont pas un baromètre essentiel pour un leader. C'est vrai, les gens vont voter, ils vont faire cela, mais ce n'est pas ça. La finalité de l'action syndicale, c'est satisfaire la révolution des travailleurs et non se faire élire tel que nous connaissons. Alors, Monsieur Amos, on ne peut pas faire cette émission sans parler de Gaston Azoua, aujourd'hui, ce camarade. Oui, absolument. Et nous lui avons rendu hommage, nous lui rendrons encore hommage le 28 décembre prochain à la Bourse du Travail. C'est un camarade qu'on ne présente plus. Et à bien des égards, il est un modèle pour les jeunes dirigeants que nous sommes. Et nous espérons avoir tout au moins la moitié de son parcours. Un parcours fait de renoncement, fait de sacrifices, fait de combat de principe, combat pour les acquis des travailleurs. Et je pense que c'est quand on a vécu la vie qui a été celle du camarade Azoua, on peut se satisfaire d'avoir donné un nom, d'avoir donné une empreinte au mouvement syndical. Et je pense que les syndicalistes béninois, les travailleurs béninois ne pourront jamais oublier ce nom, Gaston Azoua. Monsieur Batabi. Bon, je ne dirais pas mieux, parce que vous savez, Azoua reste une grande référence. Et je crois que peut-être tout le peuple entier, le gouvernement béninois, on saura lui rendre l'hommage qui est dû à son rang. Et il a donné ce qu'il pouvait donner sur le plan syndical. Et je crois que politiquement aussi, il n'était pas absent. Donc il a vraiment offert sa personne. Et je crois que c'est le lieu de reconnaître qu'il mérite d'être honoré. En tout cas, pendant que nous sommes là, nous ferons l'effort de lui faire cet hommage-là. Mais nous ferons également l'effort de nous inspirer de ce que nous avons retenu de positif de lui pour essayer de lancer la nouvelle dynamique syndicale dont on a besoin dans ce pays. Monsieur Guillaume Atigbe, un mot sur le camarade Gaston Azoua. Le camarade Gaston Azoua, je l'ai pratiqué puisque nous avons exercé la fonction syndicale au même moment. Je crois que le collègue Gaston Azoua, il est unique en son genre. En ce sens que c'est pas quelqu'un qui prend par deux chemins. Quand vous avez affaire à Azoua, vous savez à quoi vous avez affaire, à qui vous avez affaire. Et c'est cela qui a fait que nous avons travaillé pendant longtemps. Pour la petite histoire, nos centrales ont été à un moment donné les deux confédérations les plus représentatives. Il n'y a pas eu d'heure, on a travaillé. Chacun savait à quoi s'en tenir. Et quand Azoua te dit vraiment, c'est ça, travaille avec ça. Et il est resté comme ça, il a lutté contre la mort, parce que ça fait pas, c'est pas hier qu'il est tombé malade. Azoua, ça fait un moment qu'il est malade. Et bon, comme tout être est appelé quand même à partir un jour, je crois que nous devons lui rendre vraiment les hommages qu'il mérite. Il a fait tout le parcours qu'il faut de militants, de vrais militants. C'est ce que je tiens vraiment à dire. Merci. Très bien. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on a eu sur ce plateau 3 invités. Anselme Amonsou de la CSA Bénin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mondachiro Bachabi de la CGTB.
Et enfin, M. Guillaume Atigué, président du Conseil national du dialogue social. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Madame, monsieur, on espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Restez en compagnie des programmes de E-Télé et bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.